Aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle leçon intitulée Champ magnétique. Dans le premier paragraphe de cette leçon, on verra les sources du champ magnétique, comme les aimants droits, les aimants en U et les aimants circulaires. Dans cette première partie, nous allons démontrer l'existence du champ magnétique créé par les aimants à l'aide d'une poudre de fer. Donc, il existe finalement un champ qui est créé par les aimants. Dans la deuxième partie, vecteur champ magnétique, nous allons voir que le champ magnétique créé par un aimant peut être caractérisé par un vecteur champ. Dans ce vecteur, on va préciser l'origine, le sens et la direction. C'est-à-dire, généralement, à chaque fois qu'on a un champ magnétique, on va le représenter par un vecteur champ. Troisièmement, on va finir cette leçon par étudier quelques propriétés ou bien quelques caractéristiques du champ magnétique terrestre, c'est-à-dire le champ créé par la Terre à son voisinage, ou bien on verra que la Terre se comporte comme un aimant droit. Premièrement, champ magnétique. Petit 1, activité expérimentale. Dans cette activité, notre objectif, c'est de mettre en évidence l'existence d'un champ magnétique créé par un aimant droit. Dans cette activité, nous aurons besoin de deux aimants. Dans des situations différentes, on va rapprocher deux pôles de nature différente entre eux et voir qu'est-ce qui se passe entre les deux aimants. Et dans la deuxième situation, on va rapprocher deux pôles de même nature entre eux. On verra qu'il existe une force de répulsion entre les deux aimants. Donc nous avons comme observation de cette expérience, comme première observation, un aimant comporte toujours deux pôles appelés pôle nord et le pôle sud, situés en général à deux extrémités. Un aimant exerce une action mécanique à distance sur un autre aimant. Deux pôles de même nom ou bien de même nature se repoussent. Deux pôles différents s'attirent. Deuxièmement, on peut de cette expérience donner la définition d'un aimant. Un aimant, c'est un corps capable d'attirer le fer, le nickel, le cobalt et certains alliages contenant beaucoup de fer, tels que l'acier. Ces deux corps sont appelés corps ferromagnétiques. Troisièmement, exemple. Donc nous avons deux types d'exemples, des aimants qui sont naturels et d'autres aimants qui sont artificiels. Le premier exemple, les aimants naturels, ce sont des roches, des matières volcaniques, c'est-à-dire des corps qui sont présents dans la nature et qui ont cette propriété de faire attirer vers eux des matières métalliques, des métaux, etc. Donc ce sont les aimants naturels. Deuxièmement, nous avons des aimants artificiels. Les aimants artificiels, ce sont des aimants fabriqués par l'homme et qui ont cette forme-là, comme des aimants droits, des aimants en U et des aimants comme par exemple l'aiguille magnétique. Donc un aimant, bien sûr, toujours comporte deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Généralement, le pôle nord est désigné par une coloration rouge et le pôle sud par une coloration bleue. Quatrièmement, orientation naturelle d'une aiguille aimantée. Nous allons prendre dans cet exemple l'exemple de la boussole, donc qui est une aiguille aimantée, mobile, pouvant pivoter autour d'un axe fixe. En fait, c'est une petite aiguille qui est posée sur un petit clou et qui peut tourner dans un plan horizontal autour d'un axe propre vertical. Alors, on observe que dans tous les cas, que cette aiguille s'oriente dans une seule direction bien déterminée et dont on ne peut pas la dévier dans une autre direction. Alors, à chaque fois on fait dévier cette aiguille de cette position, elle tente de revenir à la première direction, qui est une direction bien déterminée qui correspond à la direction d'un champ magnétique extérieur. Donc, c'est le champ créé par la Terre qu'on appelle champ magnétique terrestre.
Maintenant, on va disposer plusieurs aiguilles aimantées sur une table horizontale loin de tout autre aimant. Alors, on observe que toutes les aiguilles s'orientent dans une seule direction qui est direction sud-nord. Sud-nord. Aiguilles aimantées disposées sur la table. Grand 2, vecteur champ magnétique. Premièrement, mise en évidence. Lorsqu'on place une aiguille aimantée en un point d'une région de l'espace où règne un champ magnétique, cette aiguille prend une direction et un sens donné. Donc on caractérise le champ magnétique en M par un vecteur B en M. Alors le champ magnétique est une grandeur vectorielle. Deuxièmement, les caractéristiques du champ magnétique. Alors pour caractériser un champ magnétique ou bien le vecteur champ magnétique, on utilise une aiguille aimantée. Pour cela, on pose au voisinage d'un aimant une aiguille aimantée pour bien déterminer les caractéristiques du champ magnétique B. Alors premièrement, nous avons comme point d'application le point où est posée l'aiguille aimantée, c'est le point M. Deuxièmement, direction. C'est la direction indiquée par l'aiguille aimantée, c'est-à-dire celle de l'aiguille aimantée placée en M. Troisièmement, le sens. Le sens du vecteur champ magnétique, c'est le sens indiqué par l'aiguille aimantée, c'est-à-dire qui est orienté de son pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille. Intensité. Pour mesurer l'intensité du champ magnétique en M, on utilise un appareil qui s'appelle Tesla mètre. Donc l'unité de l'intensité du champ magnétique, c'est le Tesla. L'appareil permettant de mesurer l'intensité du champ magnétique est le Tesla mètre. Troisièmement, ligne de champ magnétique. Donc nous avons comme première expérience, une expérience dans laquelle on va poser un aimant droit et une autre expérience dans laquelle on va utiliser un aimant en U. Dans cette première expérience, on va disposer d'une poudre de fer au voisinage de l'aimant droit, ou bien on va utiliser plusieurs aiguilles aimantées et on dessine à chaque fois la direction de l'aiguille aimantée pour qu'on puisse déterminer les lignes de champ ou bien l'ensemble des lignes créées par l'aimant droit. On observe les schémas suivants. Donc nous avons pour un aiguille aimantée des lignes qui ont des formes comme vous le voyez dans le schéma. Le champ magnétique de ces lignes sort du pôle nord et entre du pôle sud. Dans le deuxième cas de l'aimant en U, on observe des lignes de champ qui sont parallèles entre les deux branches de l'aimant et d'autres qui sont curvilignes à l'extérieur des deux branches. Bien sûr, ces lignes de champ sont orientées du pôle nord vers le pôle sud. Maintenant, nous avons comme conclusion, les grains de fer s'orientent comme des petits aiguilles aimantées pour former des lignes appelées lignes de champ. L'ensemble de ces lignes de champ appelées spectre de champ magnétique. Les lignes de champ magnétique sont tangentes au vecteur B en chaque point. Les lignes de champ sortent par le pôle nord de l'aimant et entrent par le pôle sud. Un champ magnétique est uniforme si le vecteur champ garde même caractéristique, c'est-à-dire même sens, même direction et même intensité. Quatrièmement, superposition de deux champs magnétiques. Expérience. On va procéder avec deux aimants droits dont les deux axes de symétrie sont perpendiculaires. On observe expérimentalement que le premier aimant crée un champ qui est parallèle à son axe. Le deuxième crée aussi un champ B2 qui est aussi parallèle à son axe de symétrie. Si on met maintenant une aiguille aimantée au point M, où existe deux champs B1 et B2, on observe que cette dernière s'oriente dans une direction qui se situe entre les deux directions de B1 et B2. Alors, on constate que le champ résultant au point M est un champ total créé par B1 et B2 et qui a la valeur B1 qui s'écrit sous la forme de la somme vectorielle de B1 et B2. Donc nous avons une superposition de deux champs B1 et B2 au point M. On dit en conclusion que l'aiguille
indique au point M la direction et le sens d'un vecteur champ résultant des deux champs, B1 et B2. Le champ résultant au point M est la superposition des deux champs et on écrit mathématiquement que B égale à B1 plus B2. La norme de B, c'est donnée par la relation racine de B1 au carré plus B2 au carré.